Émission d'actu un peu chargée cette semaine, mon bon Cédric, malgré ta barre aux têtes parce que tu as des allergies. L'actu principale de la semaine, c'est la Lexus LBX. Lancement très important pour Lexus. Première fois qu'ils développent un modèle à destination du marché européen. Ils vont sur un nouveau segment. On va le découvrir tous ensemble, ce qu'on en pense. Bien pricé, et en parlant de pricing, l'économie, Jean est là, on va tout savoir du marché. Et alors, tout savoir du marché, les chiffres du marché. Et en plus, il a une petite offre sur la Tesla Model Y qui est pas mal. Il va encore nous faire acheter des voitures. Même elle en a pris une, c'est pour vous dire. D'autres actus. Fiat Topolino. Jean nous a presque pris une larme sur la... Vous allez voir l'intro. Restez jusqu'à la fin. La Fiat Topolino était très drôle. Bonne émission. On s'abonne. La petite cloche, le petit commentaire. À très vite. Bonne émission. Bonjour, l'actualité sans borne. Alors, bonjour, l'actualité sans borne, c'est reparti. Et aujourd'hui, on est trois. Jean est de retour, enfin, de vacances. Jean qui part en vacances maintenant avec nos invités. Dans l'ID Buzz, on a eu Philippe Lachaud. Jean, je vais vous dire qu'il est parti en vacances avec. Ah, vous êtes baignés tous les deux. Il a fait du ski nautique. On va évidemment revenir sur l'actualité économique automobile et il y a un gros sujet, mais avant tout, l'actu de Lexus. Ouais, l'actu de la semaine qui nous a le plus marqué, c'est la sortie de la Lexus LBX. Lexus LBX, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, c'est la première fois à ma connaissance que Lexus vient sur un segment, le segment B, les petits SUV citadins, alors qu'avant, Lexus n'était pas... Elle était représentée qu'avec des compacts. En fait. Exactement. Et surtout, en plus, c'est la première fois, c'est là pour le coup, en fait, ma première fois, c'est plutôt celle-là, qui font un véhicule développé pour le marché européen. C'est-à-dire que d'habitude, ils développent un véhicule en disant que ça sera aussi vendu en Europe, en prenant. Et là, le marché premier, c'est l'Europe. Donc c'est stratégiquement assez important pour eux. C'est un véhicule qui a une base, c'est la même plateforme que la Yaris Cross, donc une base plutôt saine, plutôt réussie. Et qui a de l'allure, elle est joliment dessinée, nous on l'a beaucoup aimée. Hein. Ouais, enfin, la Yaris Cross ou la Lexus? Ou les deux? Les deux. Parce que la Lexus, elle est plus consensuelle que les autres Lexus. Elle est un peu, enfin, moi je trouve qu'elle est très réussie. Mais ils ont pris un peu moins de risques que sur les UX ou enfin sur les LX ou NX qui sont parfois un peu taillés à la serpe. Oui, là, elle est un peu plus arrondie. Et même, non, je pense qu'elle coche toutes les cases pour très bien marcher. Hein. Vous allez voir toutes les images qui apparaissent. Moi, je trouve le design vraiment très réussi. En fait, ce que je trouve, c'est qu'en fait, c'est une voiture pleine de bon sens. Tu as tous les codes qui font que ça marche. Tu as la calandre, je crois, trapézosidale, je ne trouve jamais très connue chez Lexus, mais pas trop grosse. Ouais. Du coup, ça fonctionne assez bien. Non, elle a les justes proportions en fait. Et même l'intérieur. L'intérieur est très joli, enfin, assez classique, mais franchement, l'écran est joli, ça fait très haut de gamme, je trouve, visuellement. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de révolution, mais j'ai trouvé ça vraiment top, vraiment joli. C'est le bon gabarit, elle est hybride, essence, 136 chevaux, enfin, a priori, elle coche toutes les cases. Ouais. Et en fait, Lexus, ils avaient fait un SUV un peu plus petit que d'habitude, qui était le UX, qui était quand même un peu plus gros, je crois, que le LBX. Et en fait, le UX, c'était une très bonne voiture, sauf qu'elle avait un tout petit coffre. Et donc, ça a complètement plombé sa carrière, parce qu'en fait, c'était un SUV compact qui avait un coffre de citadine. Donc je pense que pour ces cas, ils ont pas fait l'erreur. Et en fait, si c'est une Yaris Cross un peu premium, en fait, la Yaris Cross c'est une super voiture. En fait, tu vois, enfin même carrément chic. Je trouve ça plutôt réussi. En fait, je trouve qu'en ligne extérieure, en intérieur, moi je suis assez dur sur les intérieurs, je trouve ça plutôt joli. En plus, toi, tu n'aimes pas les intérieurs tout noirs. Là, c'est tout noir, mais ça a l'air assez lumineux quand même parce que tu as une surface vitrée qui semble importante. Les dimensions, pour préciser ce qu'a dit Jean, ça sera 4,19 m de long, 1,82 m de large, 1,54 m de haut. L'ancienne Mini Countryman. Ouais, c'est un capture, quoi. Alors, capture, je pense pas qu'ils veulent. En gabarit. Non, mais c'est un truc. C'est un Q2. C'est un Q2. Ouais, en fait, ce qu'ils vont concurrencer, c'est Q2 et DS3 pour moi. Et donc, du coup, on n'a pas d'infos sur le prix. Ça devrait a priori démarrer à 34 000 €, donc ce qui est dans la norme du Q2 et de la DS3. La motorisation, c'est assez malin parce qu'ils n'ont pas fait 100% électrique. Donc du coup, quand tu as une hybride, tu as un peu le pied, tu as encore un pied dans les thermiques. Hybride pas rechargeable, donc ultra simple d'utilisation. Ouais. Fiscalement pour les boîtes, ça va être avantageux parce que la fiscalité sera très faible. Donc clairement sur un marché où tu as le Q2 qui est un peu en fin de vie, le DS3 qui reste un outsider et puis pas grand chose d'autre, finalement je pense qu'il y a une vraie place à prendre. Et bon, 136 chevaux. Donc ça y est, moi j'ai envie de l'acheter. Et honnêtement, c'est marrant, moi je n'ai rien pour, rien contre Lexus. Je l'avouerai que je suis montré qu'en passager, on n'a même jamais conduit moi-même. Mais c'est des voitures, je trouve, qui ont une bonne gueule. Mais là, je trouve, moi j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu que Lexus venait sur ce segment-là. J'ai regardé la bagnole, je me suis dit, putain,
Elle a une... Et Lexus, c'est une très jolie histoire, puisqu'on l'oublie, elle naît à la fin des années 80, début 90, aux États-Unis, avec l'envie de la part des Japonais de conquérir un territoire totalement inédit pour eux et très compliqué, qui est le haut de gamme, et qui était phagocyté évidemment par les Allemands, par Cadillac aux États-Unis. Et beaucoup, quand ils se sont lancés, comme toute aventure industrielle automobile, ça ne va jamais marcher. Ils sont là, ils sont bien là. Il fait désormais presque 40 ans. Et c'est super, c'est un succès. Regardez les images qui apparaissent. Honnêtement, le modèle est plus... Il faudra l'essayer. Mais entre guillemets, c'est une base de Yaris Cross. Ça a été un peu élargi. Donc ça serait assez curieux que la Yaris, qui est très très bonne, unanimement saluée par tout le monde. Et la Cross, on l'aime tous. Ouais, et puis les critiques sont bonnes, que celle-là soit pas bien. Mais je pense que stratégiquement, c'est pas un petit lancement pour eux. Déjà, rien que le nom, LBX, ça veut dire Lexus Breakthrough Crossover. Donc breakthrough, je dis assez mal en anglais, mais ça veut dire c'est une façon de pénétrer le marché. Exactement, c'est pour donc, casser en fait, le truc. Rien que le nom te montre que l'ambition est assez élevée autour de ce modèle-là. Jean, tes convictions, parce que pour le moment on n'en est qu'au temps des convictions, tu penses que ça va faire un carton commercial? Moi je pense que parce qu'il y a une image assez haut de gamme avec Lexus, il y a un design qui n'est pas trop clivant, c'est la bonne taille, le bon type de motorisation. Donc si c'est correctement placé en prix, ça doit pouvoir très bien marcher. Ouais, tu mets beaucoup de jetons dessus. À partir de 34 000 €, tu auras 5 niveaux de finition, comme ça se fait souvent chez Lexus. Alors les finitions, c'est des atmosphères. Donc tu auras une finition raffinée, une finition élégante, une finition un peu sport. A priori, la version de base serait très bien équipée par rapport à la concurrence. Mais comme on n'a pas le prix final, tout le monde table sur à partir de 34 000 €. Bah pour comparer, il faut que tu aies quand même le prix. Première livraison à l'automne, j'imagine, c'est ça? Je crois 2024 plutôt. Ah, 2024. Je dis peut-être des bêtises, vous me reprendrez en commentaire, mais je crois que c'est plutôt en 2024. On fonce sur l'économie. Les chiffres. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Plein de choses. Alors le mois de mai cette année, il a été assez, il y a eu pas mal de ponts, de jours fériés, de machin. Mais malgré tout, il y a eu 145 538 immatriculations. Donc c'est presque 15% de plus qu'en 2022, avec 2 jours ouvrés de mois. Donc la performance commerciale, pour le coup, est très bonne. Et sur les 5 premiers mois, ça confirme la tendance avec une hausse de 16%, enfin 16,32% pour être précis. Oui, mais c'est une hausse versus une année qui était pourrie par rapport à 2019. Donc là, c'est les bonnes nouvelles, ça y est. Voilà. Mais du coup, en fait, ces bonnes en fait, là, on parle de livraison. Et donc en fait, il y a beaucoup de ces livraisons qui sont en fait des anciennes commandes dont la livraison a été retardée. Donc en fait, il y a un effet rattrapage sur les voitures qui auraient dû être livrées en 2022 qui sont livrées en 2023. Oui, du regard. On est toujours à moins 25% par rapport aux chiffres d'avant Covid. Donc je ne sais pas si peut-être qu'il faut oublier ces chiffres-là et se dire que ça c'était l'ancien monde et que c'est. Mais en tout cas, aujourd'hui on les regarde encore et le marché les regarde encore. Et on est à moins 25%. Et le point le plus inquiétant, c'est que la baisse de prise de commande, qui était de moins 10% à peu près au premier trimestre, se confirme. Et nous, il y a beaucoup de concessionnaires avec qui on discute qui nous disent qu'il ne se passe pas grand-chose, dans les concessions. On a les mêmes échos. Ouais. Ça commence à devenir presque inquiétant d'ailleurs. Ce que Jean nous explique, c'est que les livraisons prises en 2022 dans les chiffres, comptabilisées dans les chiffres de 2023, c'est l'arbre qui cache la forêt en gros. Exactement. C'est qu'en fait, il y a plein de commandes. Les délais étaient très longs. Et donc, du coup, elles arrivent là. Donc, on immatricule maintenant des commandes qui ont été prises en fait il y a 6 mois. Mais à l'heure actuelle, il y a peu de business. Il y a très peu de business. Alors, il y a quelques marques qui s'en sortent très bien. Nous, par exemple, on s'en sort parce qu'on est sur des sociétés et on a des offres sur certains produits un peu spécifiques. Mais en fait, sorti de ces produits-là, on se rend compte que le marché est quand même compliqué. Et c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est que les voitures sont chères, qu'elles mettent du temps à arriver. Et puis qu'en fait, on ne sait pas très bien, finalement, dans 5 ans, est-ce qu'il vaudrait mieux avoir un essence, un hybride, un électrique. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et des prix élevés qui font que les gens ont plutôt tendance à repousser les achats. Est-ce que toi, tu vois dans ton business, est-ce qu'avant, tu vendais un éventail plus large de voitures et là, tu vois le business se focuser que sur un même nombre de modèles? C'est marrant parce qu'on a fait une revue avec les équipes là. Okay. Et en fait, je crois qu'il y a, on a, je crois, 60% des ventes sur 3 ou 4 modèles. Alors, ça a toujours été concentré sur, il y a toujours eu 15 modèles un peu. Ouais. Mais là, c'est vraiment, en fait, il y a le Qashqai qui marche très bien, le X1 qui marche très bien et le modèle Y. Ces 3 voitures-là, c'est une valeur sûre. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, le marché des sociétés, en fait, a toujours porté le marché dans sa globalité. Oui. Une voiture sur 2 quasiment est immatriculée au nom de société. Là, aujourd'hui, les prises de commandes, c'est surtout en concession vis-à-vis des particuliers que ça commence à fléchir. Et à fléchir parfois chez certains
vraiment de manière Et forte. une autre nouveauté, c'est que en fait, l'année dernière, on pouvait dire qu'il y avait un transfert vers le marché de l'occasion récente en 2021-2022. Oui. Et en fait, là. Même l'occasion baisse. Et en fait, l'occasion récente baisse parce qu'en fait, finalement, le vivier d'occasion récente, c'est en fait les ventes de véhicules neufs d'il y a 1 an ou 2 ans. Et comme ces années étaient mauvaises, bah, finalement, les ventes de véhicules d'occasion récentes baissent. Donc le seul marché qui est dynamique, c'est des occasions de plus de 5 ans, je crois, enfin les modèles un peu anciens. Mais tous ceux qui veulent changer leur voiture par un véhicule neuf ou récent, finalement, on voit que c'est un marché qui est vraiment Le marché compliqué. de l'électrique, il est comment aujourd'hui là? Il y a eu modèle Y, modèle 3, et tout ça, Tesla. Ouais, Tesla, est ça comme cartonne. Enfin, il y a quelques modèles Mais qui il y a des cartonnent. variations. C'est quoi le hein. baromètre de vente? Ouais. C'est quoi qui se vend le mieux? Ah bah nous, c'est modèle Y de très très loin. Ok. C'est ce qui se vend le mieux. Après, la Mégane, ça se vend correctement. Ah super, ouais. Pour le coup, les Coréens, je pense qu'ils se sont vus très beaux à une époque. Enfin, Ioniq 5, Ioniq 6, ça s'est très bien vendu il y a 1 an et demi, là, ça ne se vend plus du tout. En fait, avec les baisses de prix de Tesla, les voitures sont complètement sorties du marché. Enfin, aujourd'hui, entre une Ioniq 6 et le modèle 3, C'est dingue. l'écart de prix est énorme. Et, enfin, ils ont pris la valorise Tesla Ah en oui. fait. Bah, Tesla a repris un énorme coup d'avance. Sachant qu'en plus, alors pour que les gens, alors ceux qui te connaissent savent qui t'es, les gens qui ne connaissent pas, ils découvrent, tu es le patron de PCA, qui est une société de courtage de voitures et de location longue durée. Oui. Et tu as surtout, pourquoi je te fais ça, c'est que tu as eu une offre vachement bien placée sur la modèle Y, Ouais, je en crois. fait, juste pour revenir sur en fait, les règles d'attribution du bonus vont changer l'année prochaine. Ouais. Donc il y a de fortes chances, il y a de grosses incertitudes sur la pérennité du bonus des modèles 3 propulsion et des modèles Y propulsion, qui sont des voitures qui aujourd'hui ont des bonus. Donc nous, on a négocié des conditions finalement pour avoir ces voitures-là à des prix avantageux avant que les bonus peut-être baissent. En fait, ce qui est certain, c'est que si on veut sécuriser le bonus, il faut commander et livrer cette année. Et aujourd'hui, la modèle Y, c'est un carton parce que ça coûte, je crois que pour les particuliers, c'est 570 € par mois sur 3 ans et 45 000 km, donc 15 000 par an. Chez toi. Chez moi. Et en plus, pour une fois, c'est moins cher pour les particuliers que pour les pros, parce que pour les particuliers, le bonus qu'on met en apport est de 5 000 €, alors que pour les pros, il est de 3 000 €. Et concrètement, en termes de loyer, c'est à peu près ce qu'on va retrouver sur le site Tesla. C'est moins cher de quelques euros. Mais la différence, c'est le service. C'est que chez Tesla, en fait, tu fais tout en ligne, ce qui va très bien à certains clients. Ouais. Mais dès que tu as besoin d'être un peu accompagné et conseillé, pour le coup, c'est plus compliqué. C'est des centres d'appel, c'est pas toujours très joignable. Voilà, nous, c'est des vraies personnes. Et, enfin, en gros, concrètement, tu as le portable du commercial. Donc, c'est beaucoup plus suivi, que ce soit avant la vente ou même après en cours de contrat. Et l'autre point intéressant, c'est la modèle Y. Pour les pros, c'est certes un peu plus de 600 € par mois, mais en termes de coût global, entre une modèle Y, ça coûte le même prix pour une société qu'une 308 130 chevaux, qu'une Golf milieu de gamme. C'est-à-dire que si tu mets bout à bout tous les avantages fiscaux, la 308, j'aime beaucoup, mais ouais, en fait, tu n'as pas de TVS, pas de ouais. malus, tu peux réintégrer fiscalement beaucoup plus de ton loyer. Les règles d'avantage en nature sont plus avantageuses pour les électriques. Et en plus, tu as un coût d'énergie, même si l'électricité n'est pas gratuite, qui est moins cher, beaucoup moins cher que le coût du carburant. Mais je dis une bêtise, mais c'est rare que tu aies des. Nous, on te connaît plutôt pour les offres pour les professionnels. Oui. Et c'est rare que tu aies des offres pour les particuliers. Ouais. Donc là, sur le modèle Y, En fait, la raison, c'est que généralement, il y a des gros écarts de remise entre les particuliers et les pros. Et en fait, Tesla, c'est simple, il n'y a pas de remise. Donc en fait, les conditions d'achat sont les mêmes pour les particuliers et pour les pros. Et pour les particuliers, tu as un bonus supérieur. Donc les 2000 € de bonus que tu as en plus, finalement, vont contribuer à baisser ton loyer par rapport au. donc là, je suis particulier, je vais Tu acheter payes un moins modèle cher. Y chez toi. Ouais, c'est moins cher. C'est moins cher. Mais ceci dit, si tu es une société, tu as tout intérêt à la prendre en société parce que tu as tellement d'avantages fiscaux que finalement, elle va revenir à ta société beaucoup moins que les 629 Oui, mais pour € les de gens loyer. qui nous regardent, en Oui. fait, parce qu'on a beaucoup de gens parfois qui disent ah ben les offres de gens c'est sympa. Ça s'adresse Mais en fait, souvent aux sociétés. moi je suis particulier, donc Oui. je peux pas acheter l'offre de gens. Bah, pour les Donc là- Tesla, tu peux pour le coup. Donc là, la modèle Y, ils peuvent l'acheter chez toi et tu es très bien placé en. Exactement. Et sachant, par exemple, si je prends une autre vedette du marché qui est la Fiat 500 électrique, une voiture qui se vend très bien, là, pour une 500 électrique, effectivement, entre un pro et un particulier, tu vas avoir 50% d'écart de loyer parce que les conditions de remise sont pas du tout les mêmes. Donc là, par contre, c'est bien ce en qu'on a plus, tout compris. Oui, puis ce qui est marrant, c'est que c'est honnête en plus. On attend ça de toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt sympa de dire comme discours, de dire bah, sur la Fiat 500, je suis pas bien placé, autant Après, à un particulier, ouais. autant aller l'acheter chez Fiat. Et là, par contre, sur Tesla, t'es mis. Et top, ok. La suite, Ouais, Peugeot 3008. ouais. La nouvelle Peugeot 3008 inaugure un nouvel iCockpit. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle planche de bord. C'est cinématographique. Il y a des LED partout. L'image s'affiche sur votre écran. Ce sont les toutes premières images aussi du nouveau 3008. Il présente l'intérieur. Voilà, il y a du tissu, c'est très chic. Il y a une déco qui est vachement bien. La boîte de vitesse, le levier,
passe comme à sur les l'américaine. américaines. Ouais. C'est un bouton, moi je trouvais que c'était un bouton comme sur le Taycan. C'est pas un bouton près des compteurs? C'est un petit bouton près des compteurs, mais pas justement, tu sais, d'habitude il était sur le Oui, mais en fait il est à la verticale. Pour moi c'est comme sur le Taycan. Exactement. Et T'as un magnifique écran. Alors pourtant, moi, c'est pas ma cam. Qui est un peu incurvé. Ouais. incurvé. Mais là, il faut reconnaître quand tu regardes le design qui est copié de Mercedes, mais tout le monde a copié Mercedes. 21 pouces, mais biseauté de manière asymétrique. Tu verras, il est en pente douce de ce côté-là. Ça a l'air pas mal. Mais pourtant, c'est pas ma cam et moi-même, je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas mal. Il se passe véritablement des choses. Tu sais, alors, petite info que personne n'a. Vas-y. Alors, ils en ont fait 10 millions de iCockpit. Donc, c'est une vraie volumétrie. La petite info que personne n'a, c'est qu'il y a toujours un débat, notamment nous qui essayons des voitures, donc les journalistes ou les chaînes YouTube, etc. En fait, on a souvent du mal à trouver notre position de conduite. La hauteur du volant. Voilà. Parce qu'il est petit et qu'il est. Ouais. Et donc, du coup, comme le volant est d'une taille originale par rapport au reste, il peut te cacher le champ de l'écran. Et donc, nous, comme on passe pas 8 ans dans la voiture, c'est des essais de une journée à une semaine, souvent, on trouve pas le bon réglage. Et donc, nous, c'est une critique qu'on met, et du coup, on a donné la parole aux utilisateurs sans faire exprès. On a mis sur notre chaîne YouTube ce qu'on appelle un short, c'est une vidéo courte qui a un intérêt très limité. Mais celle-là disait volant, iCockpit, petit volant, vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Et quasiment tout le monde était pour. Et il y en a plein qui sont des retours de propriétaires. C'est un truc qui a dû faire 150 000 vues. Hein. Ça commence à être représentatif. Ouais, t'as un vrai volumétrie. Et t'as eu beaucoup de témoignages de gens qui disent bah, moi je le roule. Il faut trouver son réglage, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est génial. Content. Et ça, c'est un vrai retour, une parole d'utilisateur. Ah bah, merci beaucoup. Ouais. Ambition énorme là-dessus. Hein. Je cite, ils entendent métamorphoser l'expérience de conduite. Donc c'est du blabla un peu marketing. Et regardez les photos, c'est plutôt... En termes de design, le volant aussi est l'un des premiers chez Peugeot à intégrer le nouveau logo avec le lion. C'est très très beau. La partie centrale a été un peu... elle est plus petite qu'avant. Mais franchement, tu sens un raffinement. On a hâte, en tout cas, de le découvrir. Nous, il y aura évidemment que la 3 minutes, on va en reparler sur 100 bornes. On aura la chance d'aller dans les coulisses, de voir beaucoup de choses. Jean, il n'avait pas fini sur sa partie focus. Il a son suivi à chaque fois. Ah oui. Ah non mais attends, pardon. Je vois moi sa fiche. Ah bon, pardon. Du coup, j'avais du coup plein de stats que j'ai pas donné. Ah bah alors vas-y, attends, on te réécoute. Électrique PHEV 25%, c'est 3 points de plus que l'année dernière. Bon voilà, la tendance se confirme. Du coup, le CO2 moyen 98 grammes versus 104 grammes l'année dernière. Donc voilà, on continue sur un trend de baisse. Après, clairement, la hausse d'électrique PHEV, là, on a atteint un plateau, je pense. Hein. On va pas progresser comme on l'a fait depuis 2 ans. Le top 5, ça n'a pas changé. 208 Clio Sandero C3 2008. Donc la Tesla Model Y, qui est la voiture la plus vendue au monde en Europe, n'est pas dans le top 10. Pour une raison très simple, c'est pas qu'elle ne se vend pas en France, c'est juste que la France a un marché de petites voitures. Et donc forcément, un SUV familial comme la Model Y, c'est pas une grosse vente. Mais dans son segment, il s'envoie 2 fois plus que de Mégane, qui est quand même le produit phare du premier constructeur français, du constructeur français historique. Donc, si je reviens sur les nouveautés, donc j'en ai identifié 3. Donc l'espace. Clairement, la voiture fait un peu débat sur sa filiation avec l'espace, parce que clairement l'identité espace ne saute pas aux yeux quand on voit la voiture. On voit plutôt un Austral plus 2 ou un Grand Austral. Après, la proposition elle est intéressante parce que fiscalement, c'est très très pertinent. Parce que c'est une voiture 7 places, sans contrainte de recharge, qui a un CO2 qui est faible et qui est a priori pas concerné par la taxe au poids. Donc c'est le seul dans sa catégorie. Donc en coût global, par rapport à même à X-Trail, à un Santa Fe, toute la concurrence, c'est très bien placé. Tu en vends beaucoup des Renault, toi? Alors là, c'est des Renault, non, pas énormément. Il y a la Mégane qui se vend correctement. On commence à vendre quelques Australes. Et l'espace, je pense qu'on va avoir de la demande dessus. Qui sont des voitures, nous on est surpris si on tient compte simplement de l'objet de manière objective. C'est des voitures super bien. Ouais, très bien. Quand tu vois dans la rue, il a de la gueule, l'Austral. La gamme Renault, c'est hyper cohérent, c'est vachement bien construit, les finitions sont top, c'est élégant, c'est sympa en plus à conduire. Enfin, on a pris même l'espace. Moi, j'ai adoré dans les grandes courbes et tout. Mais globalement, les constructeurs français ont fait un vrai. Le seul qu'on est un peu plus inquiet, c'est Citroën. Et on parlait d'iCockpit, mais quand tu vois l'écran de l'Austral, de la Mégane, et désormais de l'espace. C'est en avance par rapport aux autres. Alors qu'avant, on était tout le temps dans la rue. C'est au niveau d'une Model 3. Enfin, il n'y a rien à dire. Quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs. Alors ensuite, il y a le GLC, qui est une voiture très chère, mais qui se vend quand même très bien. En fait, clairement, le prix des voitures a augmenté. Donc ceux qui avaient des X3, GLC, XC60, qui sont prêts à payer un peu plus, prennent le GLC. Les arguments forts, c'est l'autonomie.
et les avantages fiscaux, parce que comme la batterie coûte cher, tu peux la réintégrer fiscalement, du coup ça compense une partie du surcoût. Mais nous, on explique aux gens que 120 km d'autonomie, c'est comme s'ils avaient un SUV puis une Smart électrique à côté. Donc finalement, pour 2 voitures, c'est pas si cher que ça. Une vidéo qui n'avait pas trop marché, GLC. Les gens dans les commentaires avaient trouvé. En fait, ils ont tiqué, et pour le coup, on peut comprendre. Ils disent c'est vrai que ça devient hors de prix. Cher. Parce que nous, c'était 90 000 € la version qu'on avait. Après, nous, concrètement, aujourd'hui, nos clients historiques GLC qui payaient peut-être 700 € pour un GLC, ce qui est plus le prix d'un GLC aujourd'hui. Je veux dire, heureusement qu'il y a le X1, parce qu'en fait, il y a plein de clients de ces voitures-là qui passent sur le X1, qui a beaucoup grandi, qui est très habitable, qui a une super autonomie en électrique et qui permet d'aller récupérer ces clients-là. Qui attire énormément. Après, il y a un petit frein psychologique parce que le X1, les gens ont le sentiment de baisser un peu en gamme. Tu vois, quand tu passes du X3 au X1, donc souvent, il faut qu'ils aillent voir la voiture et quand ils l'ont vue, ils sont convaincus. Je passe de business à premium, d'accord. Et la dernière, c'est la Giulia. C'est toujours un peu la même conclusion, c'est que tout le monde l'aime mais personne ne l'achète. Ça revient le titre de notre vidéo. Mais elle est magnifique cette voiture, mais en fait, c'est un segment, la berline, qui est en perte de vitesse. Et puis, il n'y a pas les motorisations qui fiscalement font que la voiture est vendable en France. C'est con cette voiture. Parce qu'elle est vraiment magnifique. T'as quand même des gens qui t'appellent et qui en prennent chez toi? Oui, en fait, ce type de voiture, c'est quand la voiture sort. En fait, les gens en prennent, c'est des vrais passionnés. Mais non, malheureusement, c'est des très très petits marchés. Et même une série 3, tu vois, où c'est des voitures qu'on vend de moins en moins. Alors après, et même série 3, tu vois plus En fait, en berline, puisque tu en as eu. 332, on va les vendre. En fait, on les vend plus en format berline, on les vend en format break. Donc, on va vendre beaucoup plus de série 3 touring que de série 3 berline. Encore plus en hybride, où la taille du coffre est moins pénalisante sur un touring que sur une berline. Mais tu vois, même la classe C qui est très récemment sortie. Avec pourtant des autonomies électriques de plus de 100 km qui sont formidables, tu vois. La voiture est très réussie, mais elle perce pas. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand ces voitures-là sortaient, il y avait une forte demande dessus. Là, c'est plus le cas. Ouais, ok. Parce que l'appétence va vers les SUV, parce que Oui, les gens veulent des voitures un peu surélevées. Finalement, les batteries dans le coffre, c'est moins pénalisant sur une 2 volumes que sur une 3 volumes. Après, c'est peut-être des effets de mode aussi. Je pense qu'avec l'électrique et avec l'importance qui est à nouveau donnée au CX, finalement, les voitures basses vont revenir un peu dans le jeu. Mais en tout cas, sur des thermiques ou des hybrides, le marché demande encore des SUV. Est-ce que tu veux qu'on parle de la petite version qu'ils ont fait pour les 24 heures du Mans? En fait, je vais te parler de 2 choses. Alors vas-y, vas-y. Il y a eu 2 actualités. Déjà, Toyota était présent au rassemblement de Villebrequin. C'est bien qu'un constructeur s'intéresse à ça. Ils étaient très contents. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu. Il y a eu un rassemblement organisé par Villebrequin. Notoriété. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le merdier visiteurs et tout. Succès. Donc, deuxième info. Il y a une Toyota, la Prius va sortir. La nouvelle a été annoncée. Les prix sont tombés cette semaine. La Prius, on y reviendra sur 100 bornes. Ouais. Hélas, parce qu'on ne peut pas se démultiplier, on ne pourra pas aller aux essais parce qu'on sera ailleurs sur la planète. Ouais. Mais évidemment qu'on en parlera. Exactement. Elle aura le droit à un très beau programme. Ouais. Il y a une édition spéciale Le Mans. Alors je vais devoir lire parce que le nom est ultra long. C'est la Prius 24 heures Le Mans Centennial GR édition. Pour les GR, 100 ans j'ai des compris. 24 heures. Ouais. Voilà. Donc c'est pour les 100 ans des 24 heures du Mans. GR pour Gazoo Racing. C'est juste un exercice de style. Rien n'a changé. Mais allez voir, on va vous mettre les photos. Elle a un look sympa. La plus grosse info, c'est les prix qui sont tombés. Moi, la Toyota Prius, je suis prêt à mettre un petit billet dessus. Tu nous diras si tu en vends un petit peu. Je trouve qu'elle est vachement plus belle que les anciennes. Enfin, esthétiquement, elle est assez réussie. En fait, elle est sexy. Alors que les anciennes étaient un peu. Mais ils expliquaient que c'était volontaire. C'est pour qu'on voit que c'était une voiture un peu vertueuse. Et en gros, le message, c'est en fait, on se fout du design. On fait une voiture juste pensée pour l'aérodynamique, l'efficience. Donc finalement, le fait qu'elle soit entre guillemets moche, c'est la preuve qu'en fait, elle a vraiment été conçue uniquement dans un but d'efficience. D'efficacité, tout ça. Moi, je suis un peu dur, mais elle n'était ni moche ni jolie. Et là, la nouvelle, elle est désirable, surtout qu'ils te l'ont présentée. Je crois que dans la présentation mondiale, elle était dans un jaune qui était assez joli. On vous montrera les images. Et 236 chevaux, je crois, en la puissance. Ouais. Ce qui est quand même pas rien. Et puis, surtout, la consommation, elle annonce 1 litre pour 200 km. Ouais, c'est que dalle. C'est quand même formidable. Donc, pour la première fois, donc ça va être une hybride rechargeable. Là où avant, c'était une hybride simple. Donc, tu passes à... Je ne sais plus le nombre de chevaux, je ne sais plus si c'est 236 ou 225. Avant, tu étais à 152 de mémoire. Donc, tu as un gain de puissance. Tu as un moteur thermique de 152 chevaux, plugué à un moteur électrique de 163 chevaux. Et je crois que c'est même 223 chevaux l'ensemble. L'ensemble, ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as une batterie de 13,6 kWh qui t'offrira une autonomie
de 86 km en Ce qui est WLTP. vachement bien. Ce qui est bien pour enlever probablement 25% Ouais, pour, mais pour comme avoir je le dis vrai tout le chiffre. monde, Mais Oui, tout à fait. dès que tu dépasses vraiment 50 réels, t'es bien. Tu auras 3 niveaux de finition, dynamique, design et lounge. Elle est beaucoup plus chère que l'ancienne, parce que l'ancienne commençait à 30 500 euros. Là, elle va commencer à 43 900 euros. Donc tu vas te dire, c'est beaucoup plus cher. Oui, mais en fait, c'est justifié. Déjà, d'une part, tous les prix des voitures augmentent. Donc Toyota augmente comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Mais tu passes d'une voiture 152 chevaux en hybride simple à une hybride rechargeable de 223 chevaux. L'équipement a aussi pas mal changé. Et quand tu veux comparer, parce que quand tu veux juger d'un prix, quand tu vas au magasin acheter un pull, pour savoir si le pull il est cher ou pas cher, tu compares. Si tu vas Bien chez sûr. Zara acheter un pull, tu regardes à combien il est chez H&M, à combien il est chez Gap. Et donc là, tu regardes la comparaison. Bah, tu prends, pour nous en France, la principale challengeuse de la Toyota Prius, ça risque d'être la 308 hybride rechargeable de 220 chevaux, qui est à 46 000 euros. Donc là, eux, ils commencent à 43 900 euros. C'est dans les prix. C'est dans le marché. Exactement. Pour parler aussi un peu d'économie, on a appris qu'un constructeur chinois qui s'appelle Airways, qui avait un peu emballé justement le marché avec des modèles qui avaient un design très épuré, certains disaient que ça pouvait être le Tesla Killer, est en grande difficulté en fait économique, ils ont du mal à payer les salaires, Ça risque de faire. ils cherchent un tour de table, et tout ça pour dire que tout à coup ça vient un peu minorer l'espèce de tsunami chinois où ils vont nous envahir. Et tout. Non, Attention, moi j'ai les chiffres, ils en vendaient vraiment que dalle les voitures. Hein. ils en vendaient peu, mais eux avaient des grandes ambitions. Et ouais, ils avaient de très beaux écrans et tout ça. Tu as plein de constructeurs qui annoncent des trucs et en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Moi, Exactement. je pense que le problème, enfin, une des conséquences de l'émergence de Tesla, c'est que les gens ont un peu trop tendance à penser que c'est facile de créer un constructeur. Exactement. Et on se dit, ben, un constructeur américain est arrivé et en 10 ans est devenu ce que Tesla est devenu, donc finalement, ben, c'est pas si dur. Et moi, je peux arriver et avoir de grandes ambitions. En fait, non, il faut que le produit soit abouti. Et ouais, le produit était correct, mais clairement assez décorrélé de la force Vous des avez essayé les ambitions. West tous les deux? Moi, on l'avait essayé. Ouais. Moi j'ai jamais mis les pieds dedans. Ben, Et on avait dit, je me souviens étonnant. qu'on avait dit, mais en fait, cette voiture-là, c'est compliqué à acheter parce que dans 3 ans, tu ne sais pas où sera le contrat. Tu vas pas mettre 45 000 euros dans une voiture dont tu connais rien, quoi. Et tu sais c'était pas un où ça peu- construit. voilà. Et en plus, c'est pas si peu cher. Non, D'un point de vue prix, c'est assez cher. Enfin, autant voiture, la MG c'est bien placé, donc tu comprends le succès, autant les West tu te dis bah c'est pas si peu cher que ça. En fait, c'était dans le prix de marché, la voiture était correcte, mais sans plus, alors que là où une Tesla apporte un truc en plus ou un truc différent, Ouais. là où une MG apporte un rapport qualité-prix différent, là, celle-ci, elle n'avait pas grand-chose en plus. Et en fait, il y a aussi de la concurrence, donc c'est pas si simple de créer un constructeur, il faut que tu viennes avec des arguments solides. Sinon, bah, tu as beau faire toutes les annonces que tu veux, à un moment, c'est le marché qui donne son verdict. Faut que les Et gens en se rendent parallèle, compte. tu Ouais. vois, AMG s'est clairement installé à côté de ça. Ah, mais les volumétries ça n'a rien à voir. Non, mais c'est marrant parce qu'ils sont nés un peu en même Oui. temps, tu vois. Oui. Et MG renouvelle restyle son EHS, qui est un plug-in hybride. Et c'est intéressant, vous y regardez, il a une calandre quasiment de Mercedes AMG. Voilà, c'était juste pour glisser l'info. Le HES est en train de se restyler. Allez regarder. S'il demeure à un prix tout à fait intéressant de 35 000 euros, Ça devrait se vendre. Ouais, ça devrait se vendre, continuer à se vendre et très probablement Pour- chez les gens. Hein. Pour continuer sur West, pour que les gens se rendent compte, pour attaquer, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour attaquer un marché. Pour attaquer un marché, soit tu as un meilleur produit que les autres, soit tu es moins cher. Et donc si ton produit il est équivalent ou un peu moins bien, si tu es moins cher, ça passe. Et MG font des bons produits, mais pas cher. C'est comme ça qu'ils marchent. Et donc Ewez étant dans le ventre mou avec un produit au même prix que les autres, qui n'est pas forcément mieux sans être mauvais non plus. Et pas de réseau de Et pas de distribution. réseau. Mais là, moi j'ai les chiffres. En plus, les constructeurs chinois ont tendance à énormément se vendre en Chine, un peu moins dans le reste du monde. Et oui, ils en ont vendu 2600 voitures en Chine l'année dernière. 2600 voitures. Là, j'ai les chiffres de BYD. BYD, autre constructeur chinois dont on vous parle parce qu'on Et mise un peu numéro plus 2 sur eux. mondial électrique, ouais. Là, en 5 mois, ils en ont vendu 1 million de voitures. Bon, ben voilà, ok. Allez, dernière petite info pour la route parce qu'on a été assez long aujourd'hui. Hein Il y avait tellement de choses. Il nous reste des choses à dire, mais on le fera pour la semaine suivante. Ouais. On Moi, j'ai parle une du- info. Alors vas-y, allez, c'est toi. En fait, je me disais que dans le marché actuel, en fait, la différenciation mécanique, elle va moins exister, parce que évidemment, entre un moteur électrique et un autre moteur électrique, tu n'as pas d'écart comme entre deux moteurs thermiques, où il y en a un qui sera coupleux, l'autre fort au régime. L'aspect technologique, finalement, comme toutes les voitures, il y a beaucoup de groupes, finalement, entre l'écran d'une Peugeot et l'écran d'une Opel, a priori, c'est le même. Donc, ce qui va faire la force de la marque, c'est sa capacité à créer un univers, tu vois. Et je me dis qu'il y a une marque qui est très, très forte pour ça, c'est Fiat. Parce que je prenais l'exemple de la 500, je suivais une 500 Riva dans la rue.
il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit en fait cette voiture elle a quand même une gueule incroyable, alors que fondamentalement c'est une Panda. Donc ils arrivent à faire d'une Panda un produit ultra premium. Et en fait dans le même état, même ordre d'esprit, ils ont présenté la Topolino. En fait la Topolino c'est un genre d'une Ami un peu recarrossée. Il est en forme le genre. Ils te la sortent un peu en couleur vert amande. Ils te la montrent à l'arrière d'un yacht. Tu as l'impression que le milliardaire qui est en Sardaigne, il arrive, il accoste et puis il va prendre sa Topolino sur son île. Donc en fait, ils ont pris une Ami, ils l'ont repeinte, ils ont mis des feux avant un peu arrondis. Ils ont mis une corde pour fermer la porte. Et la caisse, elle est hyper sympa, hyper premium. Et tu passes d'un petit cube en plastique qui est l'Ami à une petite voiture hyper stylée, hyper jolie avec tout l'esprit que tu imagines de la vie dans Dolce Vita à l'italienne. Et je dis, ils sont vraiment très forts pour ça. C'est un sex appeal de folie. Alors que c'est quand même, c'est une Ami, ils ont juste mis des phares différents, ils ont écrit le logo Fiat qui est un peu joli, ils ont mis un petit porte-bagages à l'arrière. La couleur est sympa. La voiture, elle est dingue. Il y a deux trucs que ça m'inspire. Il y a toujours des hommes derrière les créations comme ça et qui préservent l'âme. La Fiat 500, c'est Luca Di Meo. L'Ami, c'est Arnaud Belloni chez Citroën. Parce que c'était un truc qui était des mecs qui adorent les caisses en fait. Moi, j'aurais pas misé une pièce sur l'Ami. Pourtant, ça marche. Et ça marche. Ouais, alors moi, je suis insensible à ça. Alors, certains diront ils ont réinventé la voiture sans permis. Ce qui est un peu ça. Mais ils l'ont complètement rendu sexy. Ce que je voulais vous dire, c'est que tu vois, et je te rejoins parfaitement, Jean, à une époque où il y a une forme de standardisation, l'âme, c'est quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que Luca, qui est à l'origine de la 500, à l'origine de la R5, à l'origine de la 4L et tout ça, ça c'est des trucs que la Chine a priori n'a pas encore et sur lesquels il faut qu'on se batte. Voilà. Si tout à coup on fait un peu de chauvinisme, pardonnez-nous d'être de temps en temps, mais c'est passionnant et c'est pour ça qu'on aime les voitures aussi. Parce que un ordi, c'est pas. Là, merci. C'est une super belle conclusion. Merci Jean. Très en forme. Tu nous l'as amené la Fiat. J'avais failli avoir une larme. Ah ouais, non, merci Jean, c'est super. Non mais regardez une 500 Riva et une Panda. Regardez la différence de perception qu'on a de la voiture, alors que fondamentalement la partie technique est pratiquement identique. Le dessin, la joie. Les amis, on a encore été mauvais, on n'a pas dit au début. On s'abonne, la bise à mamie, le petit commentaire. J'ai oublié un truc. Jean PCA service. Et allez lui prendre de la modélisation. Pour une fois, il est bien placé. Il a des super prix même pour les particuliers. Vendredi, et c'est Ferrari SF90 Stradale. En parlant d'âme et en parlant de la première Ferrari de la chaîne. Et t'as oublié un truc, c'était quoi? Non, j'ai oublié un petit truc. Pour mon anniversaire, on m'a offert un petit chien, tu sais, le fameux petit chien qui fait comme ça. Oui. Beaucoup m'ont répondu, il y avait plusieurs noms, parce que j'ai demandé, certains disaient on n'a qu'à l'appeler mamie, certains disaient Elon, et l'un a dit Borny. Et Borny, je trouve ça marrant pour un petit chien. Et vous l'aurez là, vous l'aurez dans nos essais. Je l'ai oublié aujourd'hui, mais promis la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parlera de Volvo. Parce que Volvo présente le X30. On a fait le temps de le... Et on ne pouvait pas la traiter. Dernière petite demande. On réfléchit à faire une émission qu'on appelle FAQ. FAQ, ça veut dire quoi? Foire aux questions. Si vous avez des questions sur la chaîne, des questions sur notre quotidien, des questions sur comment on fonctionne, des questions sur globalement, si vous voulez nous poser des questions, on va probablement réfléchir, on va faire une petite vidéo comme ça là-dessus. Pourquoi pas pour l'été, parce que l'été on sera en vacances. Comme ça, vous avez toujours des petites vidéos de notre part ce sera cet été. Donc si vous avez des questions, vous nous les posez sur Instagram ou vous nous les posez en commentaire sans aucun souci. À bientôt les amis. Ciao. À très vite.